En manchette aujourd'hui, les activités européennes au CABA et des nouvelles concernant Québec solidaire. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 22 septembre 2020. Eh bien oui, au CABA, les activités recommencent, la vie recommence à boire son cours et entre autres, on vous invite à écouter notre émission complète qui a lieu après le bulletin de nouvelles concernant toutes les activités du CABA. Entre autres, on vous montre ce qu'ils ont décidé de faire des randonnées pédestres dans les plus beaux sentiers de la région. Ces randonnées sont offertes le mercredi et si vous voulez avoir plus d'informations, c'est sûr, vous pouvez toujours contacter le CABA au 450-836-7122. Mais maintenant, écoutons une entrevue que nous avons réalisée avec Andréane, qui est la nouvelle chef de la Popote roulante, mais qui est aussi un service, on pourrait dire, de restauration, de livraison à domicile pour toute personne dans la région. Écoutons ce que Andréane avait à nous dire et on vous la présente comme nouvelle chef. Bonjour Andréane, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, on est heureux de t'accueillir ici au CABA. Et tu es ici depuis le mois de mars, c'est bien oui, ça? Exactement, oui. Et il y a eu la pandémie et tout, là, que c'était un petit peu plus ardu, comme peut-être comme entrée en matière, on pourrait dire, comme arrivée. Ben, c'était mon jour 1 au travail. En plus, gestion de crise. Je suis arrivée exactement la première journée où tout a fermé. Donc, tu as vécu ta première crise, on pourrait dire pas panique, là, mais tu sais, je veux dire, un petit peu. Oui. Question, Andréane, je te promets, on voudrait ça connaître un petit peu plus. Tu viens de où? Mais moi, je viens de Notre-Dame-des-Prairies. OK. J'ai fait mon cours de cuisine à l'école hôtelière. J'ai fini en 2004. À Joliette. À Joliette, oui, à l'école hôtelière à Joliette. J'ai quelques cours à l'ITHQ aussi là, de perfectionnement. Puis ensuite, j'ai travaillé à Montréal dans quelques restaurants qui existent probablement plus maintenant. Aujourd'hui, moi, c'est ça, mon ensuite de ça, à peu près un an plus tard, j'étais déjà chef à Joliette dans un restaurant aussi. Puis en 2009, j'avais mon restaurant à moi avec un copropriétaire, un collègue. On était deux chefs. Est-ce qu'on peut savoir c'était où à Joliette? Oui, c'était le Goût du Monde sur Place Bourget. Ah, c'est très bien. Et tu as toujours été intéressée par la bouffe, par la cuisine, faire ces choses-là? C'était quelque chose qui t'a attiré, là? Oui, ben moi, je fais ça à la maison depuis quand même que je suis toute petite, là. Ma mère, elle nous a beaucoup mis à la tâche, là, jeune. Je me souviens qu'en 6e année, c'est moi qui faisais le repas pour ma famille. Mes frères, mes soeurs étaient partis, puis plus loin, là, il allait à l'école plus tard, il était au secondaire, puis quand il revenait, fallait. Le souper était prêt, mais tu sais, je me faisais un plaisir de le faire, là, j'étais pas. Donc, c'est pas une vocation, on pourrait dire une vocation, là. C'est quelque chose que naturellement, aller à l'école d'hôtellerie, puis faire quelques cours à l'ITHQ. Oui, c'était quand même assez naturel. Et là, la question. Pourquoi partir d'un restaurant? On comprend la situation, oui, qu'est-ce qu'on vit, et venir travailler dans un centre, pour une Popote roulante, un centre d'action bénévole. Ça représente quoi? C'était pas un plan, là. Moi, le restaurant, je l'avais déjà, il était déjà vendu depuis 2014. Moi, j'ai 3 enfants, fait que donc, les restaurants, je pense que tout le monde sait que c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'heures. Donc, c'est difficile. Puis ensuite, je suis allée travailler dans un service de garde. Je faisais plus ça du tout. Ça faisait 3 ans là, que je ne travaillais plus dans la cuisine. Après le restaurant, je pense que ça a fait du bien d'avoir une pause. J'avais vu l'annonce, je pense que l'année dernière, ils cherchaient aussi quelqu'un. Je l'avais déjà vu passer, mais je n'étais pas prête à revenir totalement. Puis là, cette année, quand ça a passé, j'ai dit, je vais y aller. Puis en plus, ça joint 2 choses, dans le sens que c'est de la cuisine, mais c'est de la cuisine utile. Ce qu'on n'a pas, c'est pas que la restauration, c'est pas utile, mais c'est différent. On se sent moins important, là, disons, dans la. Je sens moins que c'est un je ne veux pas dire valorisant, mais il y a une certaine empathie envers les gens avec qui tu fais affaire, avec les gens. Donc, tu as tombé dans un milieu complètement différent, dans le sens que
si on parle de restauration, tu savais pas comment les gens étaient pour finir par souper le soir en termes de planification. Là, tu le sais un peu d'avance, la planification est vraiment différente. Oui, c'est vraiment pas la même chose, mais bon, c'est sûr que là, ben, ça se fait naturellement aussi. Je sais pas comment c'est la question que les gens se posent dans le restaurant, comment on fait pour savoir, mais, oui. Mais c'est à force de le faire, ça devient. C'est un stress de moins, là. Ah, ça oui, ça c'est sûr que c'est un stress de moins. Donc, tu arrives ici au Québec. Et là, tu te dis, bon, compte tenu de ta en pleine crise, que donc on parle d'une autre situation différente, mais dans une situation normale, tu aurais commencé graduellement à mettre un petit peu de ta couleur. Et là, au mois de septembre, on voit beaucoup de ta couleur. On voit beaucoup de... Oui, je trouve que les menus, tout ça, c'est intéressant. C'est quoi les défis maintenant? Parce que il y a les défis, il y a des carnivores, maintenant, il y a du végétarien, il y a de tout. Oui, ça c'est sûr, mais tu sais, j'essayais de faire, faut pas que ça change non plus trop vite. Je pense que les gens étaient quand même assez habitués, puis c'est des gens qui sont bien dans leurs habitudes, tout ça. Donc je voulais pas non plus changer trop vite. Je pense que quand on regarde le menu, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même restées les mêmes. Peut-être que je vais les faire d'une façon différente, mais j'essaye que les classiques les classiques du Kaba sont encore là, les bons vendeurs sont encore là, mais évidemment, moi je vais venir avec ma couleur à moi, puis oui, effectivement, des repas sans viande, des repas un petit peu plus élaborés, le mijoter longtemps, j'en ai ajouté quelques-uns, j'en ai ajouté beaucoup, ça change, là on est rendu en... Je sais pas ça fait combien de menus que c'est moi qui fais, là, mais il y en a de plus en plus à chaque mois, tout en gardant les bases. C'est un gros défi aussi parce que les coûts ont beaucoup augmenté. Oui. Des choses, tu sais, comme tu dis, les goûts changent. Il y a beaucoup d'augmentation en termes des coûts et tout ça, que ça te demande une grosse gestion. Ça demande une bonne gestion. C'est sûr qu'ici, on a la chance d'avoir du support aussi. Ce n'est pas que le prix de vente qui va faire le profit. Donc, on est moins à la recherche aussi. C'est ce qui fait que le prix, je pense, peut rester bas. J'imagine que c'est un des objectifs ici aussi, que ça soit accessible là, au plus grand nombre possible. Donc, c'est un défi, oui, mais c'est pas la seule. C'est moins préoccupant que dans une entreprise. Et justement, avec les nouveaux changements que tu apportes au niveau de du menu, des présentations, ça s'adresse aussi encore de plus en plus à tout le monde. C'est ça je pense que oui, c'est ça. C'est un peu l'objectif qui est fixé, c'est de changer un peu l'image du Kaba ici, puis d'actualiser un peu les menus pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. C'est sûr que l'objectif, ça va toujours être d'aider aussi au maintien à domicile des aînés, mais effectivement, si le plus grand nombre de gens possible peuvent avoir accès à des repas, je pense que ça peut aider tout le monde. Puis ça vient aussi, plus il y a de monde qui en achète, plus on peut aider d'aînés aussi à... Donc c'est le principe des saucisses, là. On s'entend. La hot dog et saucisses, tout le monde en achète, puis on est capable d'aider, puis on va être aidé. Là, on parle peut-être un petit peu, on s'est parlé un petit peu en pré-entrevue, de formats familiaux. Je pense que c'est quelque chose que vous voulez justement encore là s'adresser aux familles, parce que, tu sais, on s'entend, je veux dire, il faut être honnête, tu sais, les good food puis les produits comme ça, c'est quand même dispendieux. Là, quand tu achètes puis la perte, c'est dispendieux et il y a toujours la notion de perte, de jeter de la nourriture mais c'est un projet là, qu'on étudie le plus possible. On essaie de trouver des façons aussi que ça soit accessible tout en restant écologique. Là, ça, c'est quand même important pour moi. Je ne veux pas non plus commencer à générer des déchets. Là. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Mais ça ne sera pas demain matin, mais oui, on en discute beaucoup. On essaie de trouver de nouvelles façons là, pour que... Je pense que oui, les familles peuvent avoir besoin d'aide aussi, puis besoin de... ça serait une belle soupape, je pense que plusieurs familles pourraient... et la récupération aussi des menus, dans le fond, des choses, des produits. Qu'est-ce que d'utiliser, comme tu as sûrement appris, on m'a donné à l'ITHQ, d'utiliser le produit jusqu'au bout. Là, ça c'est sûr qu'on essaie d'utiliser les produits de A à Z, là, mais ici, là, tout est fait... Tout est fait sur place, on utilise les carcasses pour faire nos bouillons, tout est fait sur place, puis on utilise de plus en plus aussi peut-être des dons, des surplus. On a reçu plusieurs choses cette année, des surplus de fermes agricoles, des gens qui venaient nous porter leurs pommes. Donc ça,
c'est un beau défi aussi d'utiliser ça le plus possible, puis de, justement, Moi, c'est ça, ouais. des produits de saison, puis tout ça, être capable de tout étudier. Ouais. Quand on parle aussi de la popote, comme on parlait tantôt, on parle aussi d'un service important, là, comme tu disais tantôt, je pense d'aider les gens et tout. Oui. Ça crée des liens aussi. Là. Il y a des avec les bénévoles, avec tout, c'est différent. Oui. Tu avais peut-être un livreur au restaurant, tandis que là, c'est les mêmes personnes qui viennent te voir, qui te des commentaires. C'est sûr que là, moi, les bénévoles que j'ai vus le plus, c'est les livreurs. Puis même, ils ont changé parce que comme je suis arrivée le 16 mars, les bénévoles à ma cuisine, je les ai pas encore connus. J'ai hâte de pouvoir justement les rencontrer, mais ça m'épate. Ça c'est quelque chose qui m'épate à quel point les gens peuvent se dévouer pour quelque chose. Ils viennent quand même, les livreurs viennent quand même 3 fois par semaine. C'est des longues heures, puis ils font ça juste par pure générosité. C'est quand même impressionnant. Puis, présentement, les commentaires que tu as des bénévoles qui font des livraisons, est-ce que tu as reçu t'es-tu contente des commentaires? Oh, ben j'ai essayé telle nouvelle recette, j'ai essayé ça, c'était bien. Je pense que j'ai des commentaires beaucoup aussi des gens ici qui sont déjà sur place. Ça, c'est très positif. Les bénévoles rapportent, oui, des bons commentaires. Je pense qu'au début, aussi au début, là, on a vu que les ventes, ils n'ont pas... Ça n'a pas diminué, c'est déjà bon. Ça avait augmenté aussi un peu. Je pense que oui, les commentaires sont très bons. Puis surtout, ici, les gens du CABA sont vraiment... ils m'encouragent énormément, puis les commentaires sont excellents. Oui. Tantôt, on a parlé là, de formats familiaux. Il y a un autre projet aussi, les recettes d'enfants. Oui, c'est quelque chose que vous avez pensé. Vous avez dit, fournissez-nous la recette, puis on va essayer de les reproduire, on va les faire, on va les offrir. L'objectif, un peu, c'était, je pense, à une réunion ici, Christian, Julie cherchait aussi des activités, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau, malheureusement, puis d'aller rejoindre les gens. Puis, il y avait une question aussi que moi, je me posais. Au début, je pouvais recevoir des commentaires, puis là, ça changeait peut-être un peu trop vite, les recettes, tout ça. Donc là, je me suis dit, j'aimerais ça que les gens puissent s'approprier un peu la popote roulante, parce que c'est quand même eux qui l'encouragent, qui sont les clients. Donc, oui, c'est ça, ça m'est venu. Je me suis dit, les gens âgés qui ne peuvent pas se faire à manger, mais ils doivent quand même des fois avoir des envies. Ça doit être difficile de jamais choisir qu'est-ce qu'on mange. Fait que, l'objectif, un peu, c'était ça, c'est qu'ils puissent avoir accès à ce qu'ils ont vraiment le goût de manger. Okay. Puis donc, je les invite à partager des recettes souvenirs que moi, je vais essayer de recréer le plus possible. C'est sûr que ça peut avoir des petits changements. Si c'est une recette que monsieur, je ne sais pas qui, faisait quand il avait 8 ans avec sa mère, c'est sûr que ça peut être un peu différent, mais essayer de les faire le plus possible pour que le souvenir soit évoqué, tout ça. Là. Donc, ouais. Et là, en terminant, ça va faire 6 mois. Oui, déjà. Ça va vite, puis tout ça. Tu te sens comment, là? Tu te dis, oui, j'ai fait le bon choix, je suis heureuse, c'est dans mes choix. Là, c'est le temps, là. Il n'y a pas personne qui nous écoute, donc tu peux le dire. Oui, non. Je pense que rapidement, quand même, là, je me suis sentie vraiment à ma place. L'équipe est super, donc ça aide beaucoup. Ça a beaucoup aidé à dire, OK, bon, parfait, là, c'est le bon choix. Donc, oui, je pense que c'est vraiment, comme je disais tantôt, de rejoindre deux mondes, la cuisine. Puis ça a toujours été important pour moi que la cuisine soit accessible, puis que la cuisine reste, je veux pas dire simple, mais familiale, puis que ça soit pas toujours complexe et gastronomique. Donc là, je suis vraiment dans mon élément. Donc, on espère que tu restes longtemps avec nous, puis que tu vas faire cheminer la popote vers de nouveaux cieux, de nouveaux objectifs. Parfait. Merci. Vous pourrez écouter l'intégrale des entrevues que nous avons réalisées pour le CABA, entre autres avec Christian Paquin-Coutu qui va nous parler des prochaines activités, tout de suite après notre bulletin de nouvelles. Maintenant, allons à la première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présent.
Chaque personne son de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Pour ce 22 septembre, le facteur de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Hélène Yelle et Marco Desbiens. En deuxième partie d'émission, nous vous présentons une entrevue avec Amélie Drainville concernant l'ultimatum 2020 de Québec solidaire, une mise à jour sur ce sujet. Bonjour, Madame Drainville, vous allez bien? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi, Ça va Daniel? bien. On va se parler aujourd'hui, entre autres, de Québec solidaire. Voilà 2 semaines, il y a eu l'Assemblée générale, on pourrait dire, un meeting national. Conseil national, oui. Pardon? Conseil national. Un Conseil national de Québec solidaire. Et vous étiez déjà venu nous parler du fameux 2020, octobre 2020, les propositions que vous aviez faites, que vous voulez mettre sur la table à l'Assemblée nationale. Mais je pense que c'était mis sur la glace. Hein? Vous nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. Avec la pandémie de COVID-19, l'ultimatum 2020, notre campagne politique de lutte contre les changements climatiques, là, qui visait à faire de la pression sur le gouvernement de François Legault pour qu'il agisse fermement dans la lutte contre les changements climatiques, a été mise à l'arrêt parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus vraiment d'actualité de parler strictement de la lutte contre les changements climatiques, puis que la pandémie avait vraiment mis de l'avant toutes les problématiques aussi entourant les services publics, puis évidemment avec toute l'actualité de Black Lives Matter qui s'est déroulée durant l'été, ça a fait émerger d'autres luttes qui ont retrouvé un peu leur niveau prioritaire. Donc, on s'est dit pourquoi pas jumeler toutes ces belles luttes-là au sein d'une même campagne sans abandonner la lutte écologiste. Donc, ça nous permettait aussi de remettre un peu de l'avant toutes sortes de propositions qu'il y a dans le programme de Québec solidaire qui répondent parfaitement aux problématiques qui ont été soulevées par la pandémie, parce qu'on l'a vu, les services publics ont vraiment été mis à mal dans les dernières années, puis c'est surtout à cause de ça qu'on a de la misère à gérer la crise actuelle qui est sanitaire. Puis d'autre part, je pense que la crise sanitaire, justement, a encore plus évacué du discours du gouvernement toute la crise écologique, alors que ce n'était déjà pas une priorité pour le gouvernement. Fait que pour nous, c'est important de ramener ces luttes-là à l'avant-plan pour qu'elles soient plus évacuées du discours public, puis qu'on n'ait pas juste un focus sur la crise sanitaire, parce qu'il y en a d'autres crises qui sont, on pourrait dire, quasiment plus dangereuses, même assurément plus dangereuses que la COVID-19. Le gouvernement, présentement, parle aussi d'autonomie alimentaire, d'autonomie en termes de compagnie, de production. Est-ce que c'est quelque chose qui rejoint Québec solidaire? Est-ce que ça rejoint on pourrait dire votre idéologie, vos présentations, vos choses, ou vous trouvez encore là que le gouvernement va pas assez loin dans ces propositions-là? Dans le discours, on est d'accord, mais dans l'action, on constate qu'il ne se passe pas grand-chose. Tu sais, juste dans les dernières semaines, on l'a vu avec le ministre Fitzgibbon qui vantait son beau panier bleu, mais que dès qu'on a le dos tourné, il s'en va aider des compagnies comme Amazon puis des bijouteries multinationales. Alors, le panier bleu, c'est quoi, là? C'est du vent, c'est du marketing. Tu sais, c'est pas sérieux, là. C'est pas sérieux parce qu'ils disent des belles choses, mais en réalité, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ce qui est winner pour M. Fitzgibbon, c'est de financer des multinationales au lieu de financer des PME québécoises, puis au lieu de faire une transition agricole qui soit bénéfique autant pour les producteurs que pour les consommateurs du Québec. Fait que non, j'y crois pas du tout. Puis à Québec solidaire, on va continuer de se battre contre ces mensonges-là.
on sait qu'on a entendu entre les branches, là, j'avoue, j'ai pas écouté, j'ai écouté plus les reportages que d'autres choses, qu'il y a eu beaucoup aussi de commentaires sur la place qu'a pris Québec solidaire durant la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous en parler et savoir un petit peu, est-ce qu'on est capable de savoir un peu la stratégie, là, parce que les sessions parlementaires recommencent encore avec on pourrait dire des députés, des élus réduits à Québec. Est-ce qu'on peut parler de stratégie? Est-ce qu'on peut savoir quelque chose ou c'est dans le secret des dieux, vous ne voulez pas dévoiler des... Bien, au niveau des militants, nous, la stratégie parlementaire, c'est pas tant dans notre champ d'intervention. Nous, on décide pas vraiment ce que le caucus va faire dans sa session. Nous, on donne des orientations, mais après ça, eux, c'est eux, entre députés, qui déterminent les stratégies d'action. Puis au niveau aussi de la mobilisation, nous, on reçoit des orientations générales. Puis sur le terrain, dans nos associations locales, on fait nos propres stratégies de mobilisation. Fait qu'il y a des stratégies nationales, puis la stratégie nationale, là, on l'a dit, elle est limpide. On va faire une campagne politique qui va axer sur la bonification des services publics, la lutte aux discriminations et la lutte écologiste. Fait que ça, c'est les orientations principales. Après ça, on va développer des campagnes de mobilisation qui vont être en lien avec ça. Puis du côté des députés, bien, les interventions vont aller dans le même sens que ces trois volets-là. Donc, c'était quoi l'autre question aussi? La dernière question, c'était qu'il y avait eu des commentaires, c'est comme la non-présence, il y avait des militants qui avaient fait comme commentaire, qui avaient trouvé que Mme Massé puis M. Nadeau n'avaient pas été assez présents, assez critiques peut-être par rapport aux interventions du gouvernement, là. Bien, je dirais que je pense comme dans n'importe quel parti politique, il y a des gens qui ne s'entendent pas sur tout, puis c'est sain pour une démocratie interne d'avoir des débats puis des discussions. Je suis un peu d'accord avec les deux points de vue qui ont été présentés. C'est vrai que, en effet, pas juste Québec solidaire, mais l'opposition en général a été vraiment muselée à cause du confinement, de la crise sanitaire. Là. Il y avait juste François Legault et son point de presse à 13h. Là. Donc, c'est sûr que ça a été difficile de faire entendre notre voix, mais si on regarde vraiment là, dans le fin détail, si on va sur le site de Québec solidaire, à tous les jours, il y avait à peu près 3-4 communiqués de presse qui sortaient pour des propositions qui sont faites. Tout le travail s'est fait un peu en coulisses. Les députés ont travaillé sans relâche pour aider les citoyens puis amener des propositions aux ministres puis au gouvernement pour améliorer les mesures qui étaient prises pendant la crise sanitaire. Les mesures du programme de Québec solidaire pour améliorer les services publics ont été mises de l'avant. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. C'est juste que ça n'a pas eu la visibilité que ça aurait pu avoir. Puis cette visibilité-là revient là, avec la session parlementaire. La reprise de session et tout. Là. Commencer. Donc, c'était un problème temporaire qui a été atténué avec le temps. Finalement, je pourrais même dire que c'est avec le Black Lives Matter là, que là, on a senti une ouverture à parler d'autres choses que de la crise sanitaire. Puis après ça s'est ouvert dans les médias. Fait que, non, ben, les tensions, moi, je trouve ça vraiment sain. Puis je pense qu'il faut s'autocritiquer à l'interne. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à avoir à ratisser le plus large possible puis à inclure le plus de monde possible dans notre mouvement. Bon, ben, en tout cas, gênez-vous pas. Merci beaucoup d'avoir accordé une entrevue. Puis, gênez-vous pas, on va suivre encore le Parlement et la rentrée parlementaire dans les prochains jours pour voir qu'est-ce qui va se dérouler au niveau politique. Bien, merci beaucoup. Merci. Au CHRDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 août, à l'âge de 41 ans, est décédé M. Jonathan Bélan, fils de Serge Bélan et de Sylvie Chebrette-Gilles Gervais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur et son frère Isabelle Bélan, Rémi Deveau, Marc-André Bélan, Vanessa Lemire, son neveu et ses nièces, Alison Ryan Nestley, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 26 septembre dès 12h30 en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. M. Bélan sera inhumé au cimetière de Berthier.
Au centre hospitalier de la Naudière, entouré des siens, le 8 septembre, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Agathe Sarrazin-Brissette, épouse de Denis Brissette, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Jonathan, Christine Lampron, ses petites filles Léane et Justine. L'ont précédé ses frères et sœurs André, Jacques, Madeleine et Pierrette Sarrazin. Elle laisse maintenant dans le deuil sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne d'Arc Sarrazin, Louis Coulombe, Suzanne Poulette, Armance Grégoire, Michel Brissette, Jacinthe Champagne, Alain Brissette, Colette Laroche, Micheline Brissette, René Desjardins, Sylvie Brissette, Richard Lauzon, Joanne Brissette, Richard Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 25 septembre de 19h à 21h et le samedi 26 septembre dès 9h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Une liturgie suivra à 11h en la chapelle du complexe. Au CHRDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 septembre, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Michel de Grandpré, époux de feu Lisette Aubuchon, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Joël de Grandpré, Guylaine Doucet, Patricia de Grandpré, Dany Vézina, ses petits-enfants, Amélie, Guillaume, Sarah Maude et Rosémie, son beau-frère et sa belle-sœur, Jean-Paul et Diane Aubuchon, ainsi que plusieurs autres cousins, autres parents et amis. M. de Grandpré ne sera pas exposé. Cependant, ses enfants vous invitent à se joindre à eux dans le stationnement de la résidence funéraire Eftério de Berthierville le vendredi 25 septembre dès 13h afin de prendre part au cortège qui partira en direction du cimetière de Berthierville pour un hommage qui sera rendu par le curé Raymond Bourgeois à compter de 13h15. Au CHRDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 septembre, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Lionel Soulière, fils de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Saint-Charles-Borromée et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hugues Soulière, Marilyn Bellumeur, ses petits-enfants, Félix et Rémy Soulière, ses frères, sœurs, Richard Soulière, Denise Bellil, Diane Soulière, Richard Tarte, Daniel Soulière, Céline Hervieux, son oncle, sa tante, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 25 septembre dès 13h30 en l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Les funérailles auront lieu à compter de 14h30. M. Soulière sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHSLD, le Piémont de Saint-Jean-de-Mata, à l'unité des soins palliatifs, le 14 septembre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Gérard Lavoie, retraité de l'anciennement, conjoint de Diane Lincourt, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Daphné. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Ariane Lavoie, Éric Perrault, Elsa Lavoie, Jean-Philippe Landry, ses petites filles Ella, Lily et Chandre, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Yves Lavoie, Muriel Brûlé, Marcel Lessard, feu Lucette Lavoie, Guy Lavoie, Chantal Morin, Marc Lavoie, Sophie Gaudin, Claudette Lincourt, Léonce Lebeau, Pierre Lincourt, Sylvie Dagneau, Mario Lincourt, Claudette de Carufel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la pandémie, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Les télévisions communautaires